T'avais travaillé sur la spin-off du coup de The Walking Dead. Tout à fait, oui. Vous êtes tous les deux en make-up SFX, mais vous avez pas du tout le même parcours. Le deuxième endroit que je fréquentais le plus, c'était le vidéoclub. Comment on passe du court-métrage au long-métrage? Comment on se retrouve sur des projets professionnels? Les méthodes de maquillage en FX n'arrêtent pas d'évoluer. Je dis pas qu'il faut faire les films avec 0€, il faut essayer de trouver des solutions. Un jeune qui veut se lancer dedans et qui veut pas faire d'école par exemple, je lui dirais d'essayer de faire par lui-même un peu comme t'as fait. À un moment, j'ai dû essayer de refaire un petit Alien. Tenter de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qui le fabriquent. De leur première expérience sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs. Faites-vous couler un thé, un café et installez-vous confortablement pour écouter Making of. Bienvenue dans Making of, je suis accompagnée de Léo de Fives. Bonjour. Louane n'est pas là parce qu'elle a un tournage, mais elle sera là au prochain épisode. Pour cet épisode spécial sur les make-up artistes SFX, d'effets spéciaux, on va être accompagné de David Scherer. Bienvenue. Bonsoir, merci. Et de Kelly Simoes Silva. Salut. Vous êtes tous les deux en make-up SFX, mais vous avez pas du tout le même parcours. Par exemple, toi, t'as pas fait d'école. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens? Quand j'étais au lycée, le deuxième endroit que je fréquentais le plus, c'était le vidéoclub. Et après, c'est la sociologie quand j'étais à la fac. Au début, je m'intéressais pas aux effets spéciaux. Au début, je m'intéressais au cinéma fantastique. Purement. J'ai commencé un peu à me forger une cinéphilie. J'ai eu 2 chocs dans ma vie, c'est Les Dents de la Mer. La fameuse séquence où on voit la tête du pêcheur qui fait irruption comme ça dans le champ de la caméra. Dans la piscine de la monteuse de De Spielberg. Spielberg, exactement. Il avait versé des litres de lait pour redonner le côté opaque. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a super choqué à l'époque. Et un des deuxièmes, c'est Poltergeist, produit par Spielberg. C'est sûr. Comme quoi, on y revient. réalisé aussi d'ailleurs. Et c'est la séquence des squelettes dans la piscine. Le scientifique qui à un moment s'arrache la peau du visage devant le miroir. Ça, c'est un truc auquel j'étais absolument pas préparé. Quand t'as 12 ans, que tu vois ça passait à l'époque sur FR3. T'avais l'impression, tu sais, quand t'étais jeune, tu voyais un film avec le carré blanc, donc c'était... Il y avait un côté interdit comme ça, où tu vas découvrir quelque chose, t'as pas le droit de le regarder et tout. C'était génial. Le cinéma d'horreur, le moment où tu le découvres est aussi important que le film lui-même, quelque part. Et ça, donc, Poltergeist et Les Dents de la Mer, c'est mes 2 premiers chocs, littéralement, de cinéma. Après, j'en parlais aussi un peu avant, c'était le Peur sur la ville d'Henri Verneuil avec Belmondo. Pour la musique de Morricone qui m'a entêté comme ça pendant des jours et des jours quand j'avais découvert le film. Mon école, ça a été le vidéoclub parce que à partir de là, moi, j'avais qu'une envie, c'était voir plein de films. C'est ça le truc qui m'a vraiment à un moment donné envie de faire du cinéma, c'est de voir à quel point, ouais, justement, les effets spéciaux, c'était varié, non pas forcément dans la technique, dans ce que ça représentait, mais dans la façon dont les cinéastes les utilisaient. Et ça, je pense que ça a été
tout petit peu un peu le déclic où je me suis dit, ça, voilà, tu fais tout le temps des choses différentes. Ça va t'amener à rencontrer plein de gens et ça va t'amener à voyager. Ce rêve fou quand t'es gosse, tu te dis j'ai envie de faire du cinéma parce que t'es allé dans un vidéoclub, t'as loué des films et tout, et puis tu te dis j'aimerais faire du cinéma. Moi, dans mon cas, je suis à côté de Strasbourg, personne dans ma famille travaille dans le cinéma ou quoi que ce soit, c'est le truc. Je disais ça quand j'étais au lycée, on me regardait comme si j'étais un attardé mental. Ça marchera jamais, c'est n'importe quoi. Fin des années 90, c'était pas pareil. T'avais pas tous les réseaux sociaux. Tu pouvais pas télécharger des films. Pour voir des films, t'allais au vidéoclub. Ouais. Tu prenais une jaquette, tu lisais un résumé. Il y avait très très peu d'écoles de maquillage. Je me suis dit, on va essayer comme ça, en autodidacte, vu que de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Il fallait, entre guillemets, te démerder tout seul. Si t'avais vraiment envie de faire ça, t'es obligé d'expérimenter, t'es obligé de chercher. Aujourd'hui, t'as une multitude de formations, d'écoles de maquillage, de cours, d'effets spéciaux. Ça t'enlève un peu ce côté se démerder par soi-même, qui à mon avis est essentiel. Je trouve primordial ce côté artisanal. Kelly, toi, tu as fait une école de maquillage. Et donc, C'est du coup, ça. est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? De base, je voulais être réalisatrice. D'accord. Donc j'ai fait une fac de ciné, j'ai tenu 4 mois. Après, j'avais plus d'argent, j'avais pas papa et maman pour me payer les transports, les machins, les bidules. Donc j'ai dû aller bosser. J'ai été assistante pédagogique de maths et de français, mais je faisais des cours de cinéma à la place. Donc je leur faisais regarder des films, des trucs comme ça, à des petits 5e. Et ensuite, j'ai été en logistique pendant 4 ans. D'accord. Encore, Donc, que j'ai rien à voir quitté, avec le rien à cinéma, voir. pour le coup. Vraiment, c'était juste pour me faire de l'argent facilement et j'avais un petit peu abandonné ce rêve de travailler dans le cinéma. Je connaissais personne Ouais, dans les ce personnes domaine-là, autour de quoi. toi, et C'est donc, ça. Du coup, Et ça donc, te paraissait inaccessible. c'est quoi. ça. D'accord. Tout à fait. J'ai quitté mon taf en logistique et donc je suis allée en école de maquillage. Pour le coup, je me voyais soit me débrouiller toute seule. Aujourd'hui, par contre, on a plus accès à des tutos. Ouais, après les tutos, aujourd'hui, quand j'ai le recul et que j'ai fait mon école et que j'ai fait des tournages, etc., je vois que les bidules qu'on nous montre sur YouTube, c'est n'importe Ça quoi. ressemble pas, d'accord. Mais bon, pour le coup, quand j'étais au lycée, j'étais bien contente de faire des faux œils explosés avec du coton-tige. L'école, c'était pour me donner, on va dire, une base et me donner des stages pour m'entraîner. Ce qui fait que j'en ai un petit peu abusé. J'allais en cours l'après-midi et le soir, j'enchaînais avec un tournage qui durait, par exemple, toute la nuit. Et puis les week-ends, je faisais des tournages et parfois, je faisais 48 heures comme ça avec des petites pauses ou des trucs comme ça, juste en fait pour m'entraîner pour, dès que je sors de l'école, avoir tout de suite du taf et pas galérer pendant je sais pas combien de temps. C'est ce qu'on disait à peu près dans tous les épisodes, c'est l'importance des stages justement pour tester, pouvoir se former sur le tas et comprendre un peu mieux comment fonctionne le milieu du cinéma et le métier qu'on veut faire si on sait déjà ce qu'on veut faire. Et donc effectivement, je trouve que c'est hyper important. C'est ça, c'est mieux de se planter entre guillemets sur des petits tournages comme ça, entre des amis qui veulent se faire un petit kiff, je sais pas trop quoi, ou des trucs d'école par exemple. Tester là-dessus. C'est ça. Faire des tests et puis aussi grâce au défraiement tu peux commencer à constituer ta bijoute, tes palettes de fard à alcool, le skull gel, les trucs comme ça, c'est grâce à ce genre de petits tournages très très mal défrayés, mais au moins j'avais un peu de sous pour pouvoir me payer ces trucs là. Est-ce que tu fais beaucoup de maquillage classique, plus de la beauté ou des retouches? D'accord, des effets spéciaux. C'est peut-être la différence du coup avec Kelly qui, elle, pour le coup, fait un peu de tout. Oui, c'est ça. Du coup, mais parce que si c'est encore principalement les effets spéciaux qui t'intéressent. Ouais, c'est ça, parce qu'encore là, parce que là actuellement, c'est encore le début. Je suis encore un bébé maquilleuse dans le game. Mais à côté, je voudrais vraiment me spécialiser dans les effets spéciaux. Mais bon, ça, je sais que ça va prendre pas mal d'années. Puis c'est les méthodes de maquillage en FX n'arrêtent pas d'évoluer. Donc en fait, je vais apprendre, imaginons, avec David quelque chose, mais il y a un autre maquilleur, une autre maquilleuse qui va m'apprendre une autre façon de faire. Avoir eu ces différentes expériences avec différents maquilleurs, maquilleuses, ça te permet, toi, de pouvoir choisir les techniques qui te paraissent les plus intéressantes en fonction du projet, évidemment. Ah oui, c'est à force de voir comment les autres travaillent que toi, tu vas créer ta propre patte, en fait. Comment on passe du court-métrage au long-métrage? Comment on se retrouve sur des projets professionnels et en vivre? Ah mais j'en vis pas. Non, mais alors que. Ouais, mais du coup, tu t'es retrouvé quand même sur des projets Oui, j'ai eu des courts-métrages qui ont été rémunérés et j'ai pu bosser d'abord en tant qu'assistante sur 2 longs-métrages et là, actuellement, je suis en tant que chef maquilleuse sur un long-métrage, mais après, il n'y a pas de FX dedans. Je l'ai eu parce que quand j'étais encore en école de maquillage, je faisais mes stages et c'était un de mes tout premiers, voire même le premier stage que j'avais fait avec cette réal-là, qui aujourd'hui, à force de bosser, etc., réalise son nom et m'a appelé parce que ça s'était très bien passé.
Donc ouais, c'était d'un projet à un autre, tu as suivi. Très bien. C'est ça. Et les deux longs où j'étais en tant qu'assistante, c'est parce que j'avais rencontré la chef Mac qui bosse sur ces deux longs, qui est sur un clip, je crois, un clip de rap, un truc comme ça, où j'étais venue juste l'assister une journée sur 3. Et en fait, elle m'a rappelé en fait, par la suite, tout simplement, pour venir d'abord l'assister une journée. Ça s'est bien passé. Elle m'a dit: «Bon, bah, tu restes encore 3 jours». Je fais: «D'accord». D'accord. Et on a fait comme ça et voilà. Très bien. Donc du coup, est-ce que le réseau a été important? Parce que du coup, tu as pu, d'un projet à un autre, passer du court-métrage, de choses peut-être pas rémunérées à des choses rémunérées. Oui, Ouais, carrément. donc c'est hyper important quand même de Oui, carrément. commencer Et par des puis, films plus petits peut-être, pour justement se retrouver après, à la fois Ouais, avec c'est des images et à la fois avec des gens que tu C'est ça. connais qui te reprennent. C'est ça, c'est ce que je disais, d'avoir fait mon école de maquillage et d'avoir fait ces stages-là, ben, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui m'appellent maintenant pour, des tournages, un peu plus rémunérés ou un peu mieux produits, qui me font souffler un petit peu au niveau budgétaire. Après, je suis très heureuse, il y a pas de souci, mais Mais oui, voilà. forcément, il y a un moment où il faut pouvoir en vivre aussi, C'est ça. c'est sûr, sinon ça devient compliqué. Et du coup, David, comment tu es passé du court-métrage au long-métrage, ou en tout cas à des projets payés? Parce qu'en fait, tout début des années 2000, c'était beaucoup moins répandu. C'était plus facile de s'insérer dans le milieu à ce moment-là, du coup? D'une certaine façon, oui, parce que tu avais un tout petit peu moins de gens qu'aujourd'hui, de par la multitude d'écoles. Tu as une multitude d'écoles, donc une multitude de gens qui, tous les ans, débarquent sur le marché du travail avec une demande qui est pas forcément la Croissante. même. D'accord. Oui, il y a juste à voir, par exemple, les élèves qui étaient dans ma classe ou quoi que ce soit. En vrai, actuellement, on doit être une dizaine à travailler et dans le cinéma, on doit être genre 5 ou même pas 3 ou 4. Pourtant, on était, des classes de 25. C'était la période Covid quand j'étais dans l'école, donc on était séparés en 2. Donc oui, on était au total 60 élèves, Tout le dans monde la voulait faire classe. du cinéma à la base? Non. D'accord. Il y en avait, qui ont débarqué, qui savaient pas trop dans quoi elles voulaient aller. C'était mon cas, en fait, sur le d'accord. coup. Moi, je savais que je voulais aller dans le cinéma, mais bon, peut-être la mode allait m'intéresser, peut-être, le théâtre, peut-être autre chose. Et au final, bon, je suis tombée quand même dans le cinéma parce que j'ai tout le background derrière, de cinéma. Mais il y en a d'autres qui font aujourd'hui de la mode. C'est compliqué, effectivement, peut-être aujourd'hui de rentrer beaucoup plus qu'à l'époque. Ouais. Un jeune qui veut se lancer dedans et qui veut pas faire d'école, par exemple, je lui dirais d'essayer de faire par lui-même, un peu comme tu as fait petit à petit, en apprenant, en ratant, en faisant des tests. Et de regarder un maximum de films. Ouais. Et c'est important, je trouve, aujourd'hui c'est qu'un avis, hein, bien entendu, mais un maquilleur d'effets spéciaux, un maquilleur doit pouvoir parler de cinéma avec un réalisateur. Un réalisateur, il a besoin de se faire comprendre. Et souvent, ça passe par des références, des influences. Et moi, c'est intéressant d'étudier le cinéma, de comprendre les films et tout, comprendre un peu le style d'un metteur en scène, ce qu'il veut faire, etc. Le secret de... Personne fera à ta place de toute façon. C'est quoi tes premières créations, si tu t'en souviens? Est-ce que t'as voulu, par exemple, reproduire un film que t'aimais bien et tu te dis, vas-y, je vais essayer, ça me plaît bien, ça me parle? Ou c'est vraiment, t'as commencé directement à travailler avec, pour un film? Je suis absolument pas du tout doué pour reproduire les choses. Ok. Vraiment pas. À un moment, j'ai dû essayer de refaire un petit alien quand il sort de la Ouais. poitrine. J'ai une petite question du coup qui vous concerne tous les trois. Est-ce qu'il y a un maquillage dans un film ou un artiste du coup en lien avec ce maquillage qui vous inspire particulièrement? La chef maquilleuse de Édouard aux mains d'argent. Are you okay? Yes, are you okay? Where is everybody? Out looking for you. Hold me. I can't. View Nail. Oui, c'est ça. Tout à fait. Qui a également fait les maquillages sur Hunger Games. Pirates des Caraïbes, Pirates je des crois. Caraïbes. Ah, mais Elle en a fait plein. C'est pas Et, Elle View a Nail, fait cette plutôt, ouais. émission de télé-réalité Face Off. ouais, c'est ça. On voit sur, c'est Oui, sur Netflix. J'avais regardé je crois, effectivement, ce truc-là. Voilà, elle était dedans également. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle parle beaucoup de ce
comment elle faisait les maquillages, etc. Donc, par exemple, sur Édouard aux mains d'argent, elle l'a vraiment expliqué dans des interviews et même sur Instagram, par exemple. Elle expliquait vraiment, mon idée, c'était de faire ça, j'ai utilisé ça, nanana. J'ai pas le nom non plus des maquilleurs qui ont bossé sur cette série, mais je suis une très grande fan d'American Horror Story. D'accord. Et surtout la saison 3. Il y a David Anderson et une équipe, je crois que il s'appelle Justin Wireless, une boîte qui s'appelle Fractured FX. Oui. Il y a eu beaucoup de gens sur. Ouais, il y en a plusieurs. Et surtout, par exemple, moi, ma préférée, c'est la saison 3, Freak Show. C'est la 3, c'est les sorcières. Oui, c'est les sorcières, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pardon. Un fan. Il y a Oh non, Coven. pas du tout. Mais la 4, je me rappelle, donc je me rappelle très bien à cause de ces images de clown. Ouais, c'est ça. Celle-là avait vraiment buzzé. Dear diary, I have seen my future. It is pink and wrapped in silk. You're gonna be big stars. You're gonna pack that house night after night. We're nobody's trained monkey. This place is as good as it gets for folks like us. Human oddity! What you're about to see will astound your senses and harrow your very souls. Freak! They're freaks! Come tomorrow morning, my boys are gonna come over here and run you out of town. There is no place in Jupiter for freaks. Don't call us freaks! Et au début, en fait, je pensais que quasiment tous les personnages qui étaient dedans c'était du maquillage et tout, mais en fait, pas du tout. C'est que, par exemple, l'homme, comment il s'appelle l'homme loup, non pas loutre, je sais plus c'est quel animal qui s'est dit avec des petits bras comme ça. Il a vraiment cette déformation et tout. Enfin, moi, j'étais persuadée que c'était du maquillage. Pardon, ça n'a rien à voir. Mais... C'est ça. C'est ça exactement. Inspiré, c'est ça. Ce qu'a fait Todd Browning sur Freaks. Je sais pas exactement qui étaient les chefs maquilleurs, mais il y a le film Kill Bill. C'était le studio KNB, c'était Robert Kurtzman, Gregory Nicotero, Howard Berger, qui font tous les films de Tarantino en fait. Voilà. Bah, c'est ce moment-là, je pense qu'il a marqué beaucoup de personnes, mais moi c'était vraiment l'œil écrasé. C'est le 2, ouais, le 2. Ouais, tout à fait. Ça m'a fait non seulement me prendre une sorte de choc, mais en plus me dire mais comment ils ont fait. C'était une des premières fois où je me questionnais, je sais pas, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça, où je me questionnais sur la technique, sur comment ils y ont réfléchi, comment ils ont fait pour cet œil, la matière, et où je m'intéressais un peu à une sorte de genèse du film et de technicité du film, et pas juste regarder bêtement, où je me questionnais au-delà de l'histoire et des dialogues. D'accord, c'est là que tu as effectivement compris qu'il y avait des gens derrière la caméra et qu'il y avait des choses qui étaient faites. C'est ça. Bah, c'est un peu en me renseignant, en posant des questions bêtement comme un enfant le faisait, du style mais comment l'œil qui a été arraché, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est en fait, en quelle matière c'est fait. C'était super intéressant. Probablement de la gélatine. Probablement de la gélatine. Merci, des années après. Et après, elle lui marche dessus et c'est tout l'œil qui jaillit, les détails, incroyable. En même temps, c'est incroyable parce que le plan dont tu parles, il doit faire 4 secondes. Même pas. Le pouvoir de l'imagination aussi. C'est ça. Derrière ça. Exactement ça. C'est comme la douche de Psychose. Où t'as 90% des gens sont persuadés de voir. La tête de Seven, la tête dans la boîte. Et le deuxième film, qui a rien à voir aussi, mais c'est Carrie.
le moment du coup avec juste tout ce sang qui tombe d'un coup et qui est c'est juste de l'horreur pure en fait et c'est magnifique. Ouais. Et puis le moment où elle a le sang sur le visage, il y a un truc qui est tellement glauque et horrifique, alors qu'en fait c'est que du sang sur un visage finalement, qui n'est pas du sang d'ailleurs. Bien sûr, oui. Mais ouais, non, c'est sûr, traumatisant. Et toi, Léo? Ouais. Bah, moi du coup, à la fois il y a comme je le disais tout à l'heure, le making-of du Seigneur des Anneaux, où j'ai beaucoup aimé justement le making-of. C'est pour ça d'ailleurs que je passe là-dessus, c'est que je cite pas le Seigneur des Anneaux, c'est en fait, tout l'envers du décor m'inspire énormément sur la manière dont ça a été créé. Et puis, bah, justement, toutes les prothèses qui ont été faites, je rapprocherais ça beaucoup d'Harry Potter sur ce travail de créer des monstres à partir de personnages qui sont des vrais humains. Et ça m'a vraiment inspiré. Prosthetic materials and makeups in order to service the application on set. They also had to be imported from LA. We had a team of 12 makeup artists operating under Marjorie Hamlin and Dominique Till, who looked after respectively the first and second unit prosthetic requirements for Weta Workshop. Each day, a multitude of characters would be applied into elaborate facial appliances and then put into full foam latex bodysuits. Teeth would go in, contact lenses, and the wigs would finally be fitted to create the overall feeling of these unusual creatures. J'adorais Gianetto De Rossi, le maquilleur qui faisait les films de Lucio Fulci. Quand j'ai découvert L'au-delà, La maison près du cimetière et L'enfer des zombies avec sa séquence d'écharpe dans l'œil. Complètement incroyable à l'époque, du 100% organique et tout, c'est complètement fou. Je voyais à chaque fois le nom de ce maquilleur, Gianetto De Rossi, et j'ai découvert que le gars avait une carrière hyper éclectique. Le mec a travaillé sur Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Passé du western de Sergio Leone au film ultra gore de Fulci, travaillé plus tard sur Daylight, il a même travaillé sur Rambo 3. D'accord. C'est complètement fou de te dire, le mec qui a fait les zombies de Lucio Fulci, il a fait un film avec Stallone, je trouve ça génial. C'est sûr. Il a fait aussi, c'était absolument incroyable, ce qu'il a fait, son interview dans le making-of est passionnante, c'est Haute tension d'Alexandre Aja, où Alexandre Aja, il a eu cette intelligence folle de chercher Gianetto De Rossi pour faire les effets gore de son film, parce qu'il savait qu'il voulait faire un film très gore, il voulait faire un film hyper graphique, et il est allé chercher tout simplement le mec qui faisait les effets les plus dégueulasses dans les années 80, qui nous ont tous traumatisés, et est allé chercher Gianetto De Rossi. Et De Rossi a cette phrase extraordinaire, il est en interview dans les bonus du DVD, il dit « J'ai eu envie de... » Il est âgé à l'époque, mais qu'il a plus de 60 ans. C'est sûr. Et il dit, je veux voir si je peux encore avoir l'énergie de travailler avec des jeunes cinéastes pleins d'envie et tout. Je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est génial. Ouais. Putain, quel état d'esprit. Quel super état d'esprit, quel bonhomme. C'est génial. Et puis ce qu'il a fait sur Haute tension, bourré d'effets bricolés, mais absolument géniaux. Il a recréé du fil barbelé. À un moment, Cécile de France, elle prend un poteau barbelé autour, flanque ça à la tête du tueur, qui est l'impeccable Philippe Naon. Et en fait, il a pris de la ficelle et il l'a mis dans de la cire pour avoir cet aspect un peu rigide qu'il a peint, cet effet métallique et tout. Et c'est absolument génial. Un film où je trouve les effets incroyable, mais encore une fois, c'est dans l'histoire et la mise en scène, et c'est le type de film que j'aurais rêvé de faire, c'est Casino de Scorsese. D'accord. You only exist out here because of me. He's a loose cannon. No! Stop it! You realize what you can do? You can get us all killed. You want to get rid of me? Here I am. Go ahead, get rid of me.
moi, je rêve de faire un polar violent sur la mafia. Ça, c'est totalement le genre de film que j'adore. En maquilleur que j'adorais, c'était Benoît Lestan. Forcément, le précurseur, un des précurseurs des effets de maquillage en France, qui a travaillé avec Jean Rollin, qui a travaillé sur énormément de films. Martyr, du coup. C'est Martyr, voilà. Son dernier film, peut-être son meilleur boulot. Et qui était quelqu'un, moi j'aurais toujours voulu rencontrer la personne. Parce que, voilà, ça avait l'air d'être un vrai personnage, d'être vraiment quelqu'un, voilà, avec une vision, avec un point de vue, avec un vrai sens de l'humour. Ça avait l'air d'être un vrai personnage et je voulais rencontrer la personne vraiment. Et bon, voilà. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Tu le rencontres dans ses films. Dans ces films, exactement, à travers des témoignages, t'as de très très beaux making-of sur le DVD de Martyr. C'est tout le procédé de fabrication du film. Tu vois comment il était impliqué, tu vois comment il en parle, comment il travaille. J'aime beaucoup, beaucoup le personnage. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui l'ont côtoyé, qui ont beaucoup travaillé avec lui aussi. Et c'était, je pense à Jean-Marc Toussaint, François Cognard. François Cognard, du coup, producteur qui a travaillé chez Starfix notamment, beaucoup impliqué dans le genre. J'adore à la fois le boulot de François dans les films qu'il produit, dans les films qu'il soutient, et forcément j'adore aussi la personne avec qui j'ai énormément de souvenirs, de discussions sur le cinéma. Quand on a tourné L'étrange couleur des larmes de ton corps, on passait des soirées entières à parler de cinéma, de pourquoi il est devenu producteur, sa carrière de journaliste, les films qu'il aime, c'est une encyclopédie. C'est la figure même de la passion du cinéma. C'est vraiment, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça surtout pour ça, que j'aime ce métier. C'est parce que voilà, tu rencontres d'authentiques passionnés. Tu dis, ah, mais ouais, il y en a d'autres comme moi qui ont eu ce rêve fou de faire du cinéma. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast d'ailleurs, c'est justement pour montrer à quel point justement la motivation aide aussi à faire des choses. C'est très important le cinéma, ça nous inspire des choses, ça nous fait réfléchir, j'adore cette démarche. C'est Albert Dupontel qui disait qu'il vivait au travers des films et que pour lui c'était sa vie en fait que de regarder des films et qu'il avait l'impression de vivre des vies qui n'étaient pas la sienne et que c'était comme ça que lui il concevait la vie parce que du coup sinon elle serait chiante, donc globalement. Ouais. Mais Dupontel, ça c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect gigantesque. Comment vous préparez un tournage ? Je voulais savoir à quel point vous vous inspiriez de choses réelles, donc dans le cas de blessures par exemple, mais pas forcément que des blessures. Est-ce que vous avez des inspirations, des références ou est-ce que vous regardez plutôt des films ? Chaque blessure raconte une histoire. J'ai une maquilleuse avec qui j'ai bossé en tant qu'assistante qui m'avait dit que tu vois, la patine des soldats qu'on voit dans le fond doivent aussi raconter une histoire. Oui. Donc déjà, je me base par rapport à ce que le réalisateur veut comme type de play. Par la suite, mes références, ça va être par exemple, ça va un peu psychopathe ce que je veux dire, hein, mais en gros, tous les membres de mon entourage ont l'habitude de m'envoyer des photos d'eux lorsqu'ils se blessent. D'accord. Et ils m'envoient, on va dire par exemple, l'évolution de cette plaie-là. Par exemple, j'ai un ami qui bosse en cuisine, donc il se retrouve souvent avec les mains coupées, les doigts coupés, machin, des trucs un peu gore comme ça. Et il a pris l'habitude à chaque fois de m'envoyer donc une photo. Et moi, je le stocke en fait dans mon PC. Comme ça, en fait, je vois un peu comment réagit la peau pour essayer de l'imiter en maquillage par la suite. Avec des prothèses ou qu'avec des fards à alcool, si c'est que des petits beaux, des petits trucs comme ça. Je vais beaucoup regarder aussi des reportages. Par exemple, sur des guerres ou sur ce qui se passe un peu dans le monde et tout. Et en rapport avec le film en général ou... En règle générale, je regarde déjà beaucoup de trucs comme ça. Parce que, encore une fois, désolée, je suis un peu psychopathe peut-être sur les bords, mais j'aime bien voir en fait ce qui se passe en vrai, comment vraiment le corps réagit ce qui me paraît logique quand on se fait mal, etc. C'est un métier de psychopathe, de toute façon, ça se voit. C'est ça. On arrive avec nos litres de sang. Très bien. Et sinon, oui, après, en fonction du scénario, j'essaye de repérer un peu, comment dire, quand ils m'envoient des moodboards, par exemple, ils mettent souvent un peu la vibe de
de quoi c'est inspiré, enfin ce genre de choses-là. Donc j'essaye de reprendre ces inspirations. Donc toi, tu utilises beaucoup des références réelles, oui, de c'est choses ça. réelles. C'est ça, parce que j'ai besoin de voir quelque chose en vrai pour essayer de le reproduire. Et David, du coup? Aucune photo. D'accord. Pas du Jamais. tout. J'ai pas envie de m'infliger ça. J'ai pas envie de regarder des mecs la tête explosée. J'ai pas envie de regarder des morts. Non. En ce moment, je travaille pour une série. On va faire des effets, des autopsies, des blessés, des choses comme ça, mais en restant, malgré tout, assez évasif. La volonté première, c'est pas d'être hyper graphique. J'avais fait une série qui s'appelle Les Combattantes, qui était réalisée par Alexandre Laurent, qui est un mec que j'admire parce qu'il est d'une intelligence folle. Et c'est un réalisateur, je le dis à chaque fois, qui comprend les techniques d'effets spéciaux. D'accord. Il sait ce qu'il va filmer. C'est vraiment un réalisateur qui a le sens de l'image et qui aime son métier. Lui, par exemple, quand on a fait la série Les Combattantes, il était hyper graphique. On a filmé des opérations de chirurgie pendant la guerre, d'artères, ça pisse le sang, tout ce que... Mais il y a une vraie volonté derrière ça. Il y a une vraie générosité dans sa démarche. Quand je dis générosité, c'est pas par rapport à d'autres réalisateurs, c'est pas genre lui veut en montrer plus dans le sens forcément spectaculaire, mais Alexandre Laurent, c'est quelqu'un qui va te mettre plein de choses à l'image. Tu t'adaptes à chaque fois. Une fois, je travaillais avec Gaspard Noé, c'est pas la même chose que de travailler avec un réalisateur comme Xavier Beauvois, par exemple. Oui. Quand j'ai travaillé avec Xavier Beauvois, quand on a fait le film Albatros, le gars... Mais ta plainte, t'as des nouvelles? Ça me bouffe, franchement. On vient de dire qu'il manque 5 mètres carrés par vache. Elles sont mieux logées que moi, mes bêtes. Ça va recommencer, vos conneries, là? C'est de nous bousiller des bêtes, là, comme la dernière fois? On veut juste le passeport de chaque bovin et le registre sanitaire, c'est tout. Vous voulez voir? Regardez. Vous allez le retrouver vite. Il a pris le fusil. C'est bête, c'est toute sa vie. Qu'est-ce que tu fais avec un fusil? On va discuter, on va trouver une solution. Écoute-moi, Julien, fais pas le con. Pose cette arme. Pense aux gens qui t'aiment. Julien, pose cette arme! Le gars me dit, je veux une approche ultra réaliste dans ce que je vais filmer. Xavier Beauvois, c'est un réalisateur, il veut voir avant de tourner. Il ne veut pas se retrouver devant le fait accompli, bloqué. Il veut voir avant. Donc, il faut tout préparer, refaire après sur le plateau ce que vous avez déjà fait à l'avance. On fait venir à Fécamp avec la chef maquilleuse et le chef accessoiriste. On a fait un test grandeur nature, tout préparé, les consistances de sang, les dispositifs pour un personnage qui se prenait une balle dans la cuisse, qui se vidait de son sang. Il nous a fait venir un médecin urgentiste qui était venu de Caen pour nous conseiller sur l'atteinte du sang, la vitesse d'écoulement, tout pour que, médicalement, ce soit le plus crédible possible. C'est suivant comment tu veux représenter quand j'ai la violence, parce qu'il y a énormément d'effets spéciaux, ça implique des scènes de violence. Mais par exemple, Scorsese, il représente pas la violence de la même façon suivant ses films. C'est sûr. Dans Casino, par exemple, il a une façon, quasiment chaque scène de violence, il la représente différemment. Et c'est pas une notion de réalisme, c'est avant tout une notion de mise en scène. T'as tellement de façons de la représenter. Il faut voir le sujet de la scène, en fait, l'idée générale, et après, tu vas t'adapter. T'as des effets, des fois, qui sont... J'en ai ramené un film que j'ai tourné, c'était en 2021. C'était un film qui s'appelle Mad ID. C'est un film, ce que j'appelle un film Grindhouse, suisse. Aujourd'hui, la jeune fille des Alpes est de retour pour se venger. Préparez-vous à l'action. Des jolies filles suisses, des katanas de l'armée suisse et bien sûr de la fondue bien onctueuse. Oh, j'adore l'odeur du fromage au petit matin. Vous ne verrez plus jamais un fromage de la même façon. À l'attaque! Le seul bon fromage est le fromage frit. Je compte monter là-haut et m'occuper de toi, sale enfoiré de merde! Cette Heidi est une sacrée dure à cuire. Elle est Mad Heidi.
Et tout en haut. Ah bah oui, les deux sont à côté. C'est marrant parce que c'est 2 films que j'ai faits, c'est 2 types d'effets spéciaux totalement différents. D'accord. Et 2 approches totalement différentes. T'as Abu Layla, qui est un film où l'approche, elle est réaliste. Extrêmement. Alors, je dis, elle est réaliste, mais elle est surtout premier degré. Il n'y a pas de distanciation quand il filme la violence. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas d'esthétisation. C'est une volonté de naturalisme un peu dans le film. très naturaliste. C'est très brut. Quand on a tourné Bad ID, ça se veut hyper exploitation, hyper années 70. Donc, notamment une scène en particulier, c'est excessivement abusé, excessivement gore, à base de chair arrachée, d'os et compagnie. Tout est fait pour que ce soit le plus dégueulasse et le plus énorme possible. Mais c'est le style du film. Et je trouve, dans les 2 cas, ils arrivent vraiment à aboutir leur truc de la meilleure façon possible. Comme quoi, c'est ça. C'est à chaque fois, tu as l'approche d'un réalisateur derrière. Et c'est ça qui va guider ton effet. Suivant comment tu vas le filmer, tu peux être, par exemple, hyper gore, comme tu peux être très évasif, très elliptique, très grand guignolesque, très réaliste. Avec le même effet. Avec le même effet. C'est une histoire de placement de caméra, de volonté de mise en scène, d'acteurs. Et c'est ça qui est bien. Forcément, c'est différent à chaque fois. Sinon, encore une fois, le même effet gore, par exemple, tu le répètes 30 fois, plus aucun intérêt. Tu disais que tu ne voulais pas t'infliger ces images que pour moi je trouve de référence. Et dans ce cas-là, tu regardes quand même des films d'horreur et tout, et donc ça revient un peu à la même chose. Tu t'infliges la vue des membres démembrés. La vision d'un réalisateur. Ok. Par exemple, Tarantino, quand il te coupe une tête dans Kill Bill, que tu as 300 litres de sang qui gicle, c'est pas réaliste. Mais c'est ce que lui, à ce moment-là, il choisit de filmer. Il choisit de montrer. Il va te mettre, je sais pas combien de centaines de litres de sang dans Kill Bill. Là où, par exemple, le numéro 2, il est beaucoup plus sobre. Mais, paradoxalement, la violence, par exemple, quand tu as Uma Thurman et Daryl Hannah, quand elle lui arrache l'autre œil, c'est hyper brutal, c'est hyper sec, c'est hyper violent, mais c'est pas gore du tout. Finalement, il n'y a pas de litres de sang, ça asperge pas les murs, mais il sait à chaque fois y mettre son point de vue. Il n'est pas forcément dans le réalisme Tarantino. La preuve, même l'oreille coupée de Reservoir Dogs, il choisit en fait de l'ellipser tout d'un coup. Et la séquence est insupportable. J'essaye de me rendre compte comment le réalisateur il choisit de filmer sa séquence de violence, d'effets spéciaux. Par exemple, The Thing de Carpenter, il montre des transformations hyper élaborées, hyper graphiques. Il montre sa créature tous les angles possibles, tandis que par exemple dans L'Antre de la folie, il est beaucoup plus évasif. Il les montre par gros plans très rapides, notamment à la fin. Il est pas du tout aussi explicite qu'il l'est dans The Thing, tout simplement parce que le point de vue est différent. Parce que tu pourrais te dire, c'est un Carpenter, il a fait le film de monstre par excellence, The Thing, des transformations incroyables, des effets incroyables et tout. Sauf que c'est dans le propos du film. L'Antre de la folie, il y a aussi des monstres, mais il va pas les montrer de la même façon. Parce que son histoire et son propos sont différents. Ses inspirations sont différentes, même si L'Antre de la folie et The Thing, il y a une inspiration Lovecraftienne, dans ce côté un peu innommable, polymorphe, tout ce que tu veux. Parce qu'il y a 1000 manières de raconter une tête coupée. C'est pas juste une manière de faire, c'est une manière de la penser. Et à s'adapter quand on est... c'est une façon de la penser, c'est une façon de la montrer, une façon de la filmer, une façon de l'éclairer. Et au-delà de ça, tu peux... Un meurtre, une séquence de meurtre au cinéma, tu peux l'évoquer dans le sens... comme va faire par exemple Hitchcock dans Psychose, sans montrer de couteau qui découpe la chair et tout. Tu peux la représenter de façon hyper graphique, comme va le faire Lucio Fulci très tôt, quand il va faire, par exemple, La Longue Nuit de l'Exorcisme ou Le Venin de la Peur, qui sont ses premiers films, ça a quand même des moments hyper graphiques. Suivant les cinéastes, tu as une façon de montrer et d'utiliser les effets spéciaux. C'est pas juste recracher une technique, c'est essayer de mettre un point de vue, essayer de mettre une patte, de faire les choses un peu à l'ancienne. Si c'est pour coller une cicatrice sur la figure à quelqu'un, t'en as fait 4, c'est bon. Donc ce serait pas... C'est sûr. Je me ferais vite chier quand même, si on peut dire. C'est sûr. Même Spielberg, le cœur arraché dans Indiana Jones et le Temple maudit,
un truc qui nous a traumatisés quand on était gosse. Ça, c'est hyper graphique. Ouais. Il y a ce côté éclat de violence dans un film d'aventure familiale. C'était quelque chose, on n'était pas habitué à voir ça. Même les aventuriers de l'Arche perdue. Quand à la fin, les nazis se mettent à fondre, et t'as les têtes qui explosent et tout ça. C'était, pour l'époque, c'était incroyable. On n'avait jamais vu ça. Tout d'un coup, un film grand public te proposait des images hyper chocs. Spielberg, à chaque fois, il peut se renouveler. Quand il montre des séquences de violence, par exemple, dans Munich, pas du tout de la même façon. C'est pas le même sujet, certes, mais il a aussi une façon de les montrer. Une façon beaucoup plus froide et beaucoup plus réaliste pour le coup. Qui est hyper glaçant. Inspiré effectivement de films de série B. Qui te laisse sur le carreau, comme on peut dire. Et voilà, c'est là la marque d'un grand cinéaste. En tant que jeune cinéaste, on a très très envie de pouvoir faire des choses assez imposantes et donc forcément on est amené à trouver des solutions, à bricoler pour réussir à offrir un vrai spectacle au spectateur. Ce côté du cinéma fait à la main, ce côté artisanal. D'où le fait que j'adore les cinéastes italiens parce que ce sont des artisans. Ce sont vraiment surtout à l'époque des années 70-80, ce sont des mecs qui pensaient, qui réfléchissaient, qui faisaient leurs films à la main, où tu le retrouves, ce côté artisanal. Et c'est ce qui rend, à mon avis, le cinéma italien le plus passionnant de cette époque-là. Et tu as un exemple, par exemple, de choses que tu as faites avec le minimum de moyens? Au milieu des années 2000, j'allais beaucoup à Montpellier chez un jeune réalisateur qui est devenu un ami avec les années, qui s'appelle François Gaillard, qui est un passionné absolu de cinéma. Il met tellement de passion dans ses films, il met tellement d'énergie, t'as envie de l'aider. Il sait vraiment travailler avec la caméra, il a un vrai sens du montage. Et du coup, on a bricolé énormément d'effets sur ses films avec rien. Avec rien du tout. Voilà, c'est même plus du système D, c'est du système Z. Il m'appelle, il me dit tiens, je voudrais refaire la séquence de L'éventreur de New York de Lucio Fulci où une lame de rasoir doit trancher l'œil de ma comédienne. Très bien, mais tu veux faire ça quand? Il dit samedi. Je lui dis mais on est jeudi. Et je suis allé dans une boutique Yves Rocher. J'ai récupéré une bille de savon que tu mets dans le bain. Ouais, un truc effervescent. J'ai acheté des lentilles de contact. J'ai collé lentilles de contact sur la bille blanche. J'ai peint tout ça pour que ça ressemble à un œil. Et on a mis ça, après avoir injecté du faux sang avec une petite seringue à insuline, on a mis ça dans une espèce de paupière en latex. Et lui a filmé ça en très gros plan. On a coupé dedans, on a fait éclater l'œil. Quand j'ai vu comment il a monté sa séquence avec ce qu'il avait filmé avec la vraie comédienne, il l'a filmé un jour avant ou je sais pas. Mais ça se raccordait absolument parfaitement grâce au montage et à l'étalonnage. Bon, j'étais subjugué, j'ai dit ok d'accord. J'ai dit je veux faire tous tes films à toi. Est-ce que sur des prods plus conséquentes, tu utilises aussi des trucs de bidouille comme ça? Toujours parce que ce que je dis souvent, c'est d'avoir fait ces films-là, entre guillemets, avec 3 €. C'est ce qui m'a permis de faire aujourd'hui plein de séries télé et plein de projets plus conséquents parce que tu apprends à travailler vite, tu vas à l'essentiel. Et même une série à 20 millions comme Les Combattantes, t'as des systèmes avec des tuyaux de faux sang qui passent sous la table. Il y a une séquence qui est magnifique où t'as un jeune soldat, il s'est fait mitrailler, il est en train de mourir. T'as son frère qui essaie de le sauver, qui est médecin. Il appliquait des compresses sur ses blessures et tout. Et lui, il saignait comme ça en continu. Et en fait, moi, je suis sous la table avec un tuyau, une seringue, une grosse seringue remplie de faux sang. Et tu envoies ça en continu. Ouais. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'encore une fois, c'est utilisé. C'est pas, tu t'arrêtes pas à ça. Oui. C'est un élément. Après, comment les acteurs vont le jouer, une atmosphère, quelle musique il y aura derrière. Et du coup, ça marche. Et du coup, la simplicité du trucage, tu l'oublies. Et Kelly, toi, du coup, ça t'arrive de faire comme ça, de trouver des astuces? Justement, j'avais un exemple. Un des premiers tournages que j'ai fait, j'étais encore à l'école à ce moment-là. On avait juste un plan, en fait, du cadavre avec un peu de sang qui coulait. J'ai débarqué avec ma petite prothèse, toute contente et tout. Et avant que je la pose, la réal vient me voir et elle me dit non, mais en fait, je veux la voir se faire égorger. Okay. C'est-à-dire que changement de plan total et tout. Donc, moi, j'avais pas prévu de quoi faire de base une espèce de système de durite ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait du sang qui gicle parce qu'elle voulait vraiment du sang qui sort. Donc je suis allée voir vite fait la régie et je lui ai dit écoute, j'ai besoin de trucs tout bêtes mais d'un préservatif, de paille et j'ai besoin d'une petite seringue. Il est parti chercher en courant, il est revenu. Après il a rigolé en me disant mais pourquoi tu veux une capote, qu'est-ce qui se passe? Je fais, non t'inquiète, je gère. Je suis allée, j'ai rempli ma petite capote de sang. Je suis passée la placer au niveau du cou. D'accord, pour en faire la blessure. Voilà, c'est ça que j'ai relié en fait à 2 pailles pour me cacher derrière
L'acteur, c'est ça. En fait. On était avec le chef-op, on se parlait, j'étais cachée derrière l'acteur. Il y avait la main de l'actrice qui devait égorger donc l'acteur qui passe comme ça. Et en fait, on se mettait d'accord avec le chef-op en mode bon, t'es prêt, vas-y quand tu veux, let's go, 3, 2, 1. Et en fait, là, elle a passé le coup et j'ai envoyé la sauce, j'ai envoyé le sang. Et donc, ça a fait l'effet que la réal voulait. Et enfin, avec 3 fois rien, c'est ça. Est-ce que du coup, ça t'a inspiré et maintenant tu aimes bien justement remettre des choses comme ça, c'est ça. à plus petit budget qui te font peut-être économiser aussi sur ton matériel. C'est ça, pareil avec cette réal qui est un petit peu barge sur les bords et j'adore bosser avec elle. Elle voulait du sang, mais d'une autre couleur. Donc par exemple, du sang blanc, du sang bleu, des trucs comme ça. Et donc, j'ai dû essayer de créer cette texture à la va-vite. Pendant qu'ils étaient en train de tourner d'autres scènes, j'étais là en train d'essayer avec de la glycérine. Après, j'ai rajouté un peu de farine. En fait, ça rendait un effet bizarre. Donc, j'ai mis de la maïzena, j'ai mis du colorant, j'ai mis j'ai mis de mes fards à paupières. Je les ai grattés comme ça en train d'essayer de faire des couleurs. Sur le moment, parce que tu dois inventer ton effet en direct. C'est comme ça que tu apprends et que la prochaine fois, tu diras « Ok, c'est bon. C'est ça, du sang blanc, pas de tu veux du sang vert, je suis là. » C'est une véritable école, c'est sûr. C'est ça. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça où à la dernière seconde, un réal va vouloir quelque chose que t'as pas spécialement prévu pour le coup. Pourtant, tu vois, les maquilleurs, quand ils arrivent, ils ont toujours plein de valises, plein de bidules avec plein de choses dedans. Moi, je voyage très léger. J'aime pas m'encombrer, etc. Et puis des fois, à la dernière seconde, on va me dire, oui, il faut... pareil, j'ai fait un tournage où il voulait absolument que le personnage principal ait une espèce de cicatrice comme ça, mais j'avais rien emporté de FX, parce qu'on m'avait dit que c'était que de la beauté, etc. J'avais rien emporté. Donc j'ai dû le faire avec une espèce de pâte à fixe blanche là, que j'ai colorée dedans, que j'ai posée, que j'ai mis, que j'ai coupé, et j'ai fait... Puis c'est trop bien passé. Donc, ouais, le principal, c'est que l'effet fonctionne. Je regarde vite fait, je regarde, c'est ça. Du réalisateur, d'accord. Ouais, c'est ça. Pour la petite anecdote, on s'était rencontrés sur un tournage de court-métrage, les frères Aguès, un duo de réalisateurs. C'est vrai. C'était un film de loup-garou, t'avais fait une tête du coup de loup-garou qui était une mâchoire de loup-garou. Effectivement. C'est pas toute la tête, malheureusement. Mais oui. Tu as l'air de faire quand même pas mal de courts-métrages et donc du coup, je voulais savoir quelle était la part et pourquoi tu faisais autant de plus petits projets comme ça, que ce soit des films à petit budget ou alors des courts-métrages. C'est les premiers pas de cinéastes qui ont des envies de cinéma énormes, qui ont envie de faire des choses, qui ont des idées et tout. C'est formidable de faire des séries télé. Moi, ça m'intéresse, bien sûr, mais ça, je fais ça avec plaisir et tout. Mais je me dis, il faut aussi voir, du côté des jeunes réals qui ont envie de débuter. C'est pour ça que je parlais je parle du point de vue de cinéaste et je parle pas de la technique, parce que basiquement, la technique de fabrication d'effets spéciaux, en clair, j'en ai rien à foutre, parce que il faut pouvoir s'adapter. Si les effets spéciaux, ça coûte cher, c'est des produits qui coûtent des blindes et tout ça. Mais faut pas que ce soit un élément qui te freine. Faut essayer de trouver des solutions. Je dis pas qu'il faut faire les films avec 0 €. Il faut essayer de trouver des solutions. C'est là que ça devient intéressant. Sinon, si t'as pas 2 millions, tu peux pas faire ton film. Mais ce serait terrible parce que ça couperait énormément d'envie, de possibilités à des jeunes réalisateurs de montrer ce qu'ils peuvent faire avec une caméra. Je suis hyper heureux de faire des courts-métrages. Sinon, par exemple, j'aurais jamais rencontré la bande des films de La Mouche, Joséphine, Rémi, Joseph, Jean, avec qui j'ai fait Margot. Je les ai rencontrés, ils m'ont fait lire le scénario de ils étaient à l'ESRA, de leur projet, je crois que c'était la deuxième année, j'ai lu ce scénario, j'ai dit, mais c'est pas un film d'étudiant que je viens de lire. C'est hyper adulte, c'est hyper abouti. Je les ai rencontrés, Joséphine et Jean, au festival de Gérard Bert. Je leur ai dit, mais si vous le faites bien, l'année prochaine, c'est vous qui viendrez présenter le film à Gérard Bert. Et c'était le cas. Et ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Et l'année d'après, Rémi Barbe, il présentait Le Diable Rite avec moi, qui est le grand prix du court-métrage. C'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de faire des courts-métrages. Tu postes beaucoup de photos sur Instagram de cadavres, de bébés dans des bocaux, des choses comme ça. Et donc, du coup, j'imagine que tu as beaucoup de choses que tu prépares en amont. Parce que ouais, l'image est curieuse. J'imagine que tu fais pas tout en direct sur le plateau et que du coup, il y a des choses que tu prépares en amont de ce type-là. Ça, c'est... Oui. Quand ce sont des éléments comme ça, de décor, d'accessoires, tu fabriques tout en amont. Après, t'as toujours une part d'impro. Ça vient au fur et à mesure avec l'expérience. Mais la plupart du temps, t'as 2 types d'effets.
T'as effectivement ce que tu prépares de A à Z. Par exemple, si tu fais un mec qui a été carbonisé dans une voiture, tu fabriques tout de A à Z chez toi. Ouais. Tu l'amènes sur le plateau, tu le mets en place. La déco, elle passe derrière. On rajoute des cendres, des ci, de ça. Et puis, t'as la partie prothèse que tu as collée sur les comédiens et tout, avec tout ce que ça implique. Comment il va jouer avec, ce que c'est confortable pour lui, etc. Dans la série Les Combattantes, on a un personnage, c'est un tenancier de bordel. Quand ils font la lecture du scénario, ils se disent, mais attends, normalement, un homme en 1914, il était envoyé sur le front. Donc, il faut trouver quelque chose, un élément visuel, quelque chose qui justifie que le personnage ne soit pas envoyé au champ de bataille. Là, t'as le chef décorateur, Hervé Gallet, qui dit à Alex, il lui dit, mais alors, t'as qu'à lui mettre un œil aveugle, ça te justifie le truc, et puis voilà, c'est quelque chose que le comédien peut porter. Et je me rappelle, on a fait des tests, ils ont fait venir le comédien, on a fait un petit test comme ça de cicatrice, quelque chose qui justifierait qu'il ait perdu son œil, et une discussion qu'on a eue avec Iris Buchet, la productrice, on s'est dit, mais si par exemple le gars, justement, il tient un bordel et tout, on va éviter le côté Albator, la cicatrice qui traverse l'œil qu'on a déjà vu énormément de fois. Pourquoi on n'essaierait pas de faire un truc plus ou moins accidentel, par exemple avec un tesson de bouteille? Et du coup, on lui a fait une espèce de cicatrice comme ça en arc de cercle qui recouvrait la paupière et qui passait comme ça, jusque sur la pommette. Et c'est tout basique, un truc à main levée comme ça, juste pour voir comment ça se fondait avec le physique du comédien, s'il était à l'aise avec, parce que s'il passe 17 jours, il n'a pas forcément envie de passer 3 heures de maquillage tous les matins, qu'on lui colle tout ce bordel sur la figure et tout. Il faut aussi trouver quelque chose qui aille vite, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la cicatrice. Oui, faire les et après, il y avait autres, la postiche, il y a le costume, il faut qu'il se mette dedans, et puis après, il est sur le plateau, il joue ses scènes. C'est pas juste une histoire de maquillage. Toute première fois, je crois qu'on a mis quelques minutes pour lui mettre sa lentille. Le dernier jour, ça mettait 10 secondes. Je donnais la paupière. Je lui mettais comme ça. Mais c'était super parce que du coup, lui, il avait complètement accepté ça et ça lui servait. Et c'est un super souvenir que j'ai eu avec. En plus, on était dans le même pick-up. Je voyais, il avait son texte et tout le matin, cochait des trucs. Il me disait, tu vois, ça, je pense que ça pourrait être intéressant de garder cette réplique. Ça, je proposais à Alex peut-être de le dire comme ça et tout. C'était génial. Je voyais un peu comment lui, il appréhendait son truc et tout. Sur un projet comme Les Combattantes, vous êtes combien en général? Est-ce que tu es tout seul souvent? Non, j'avais des gens qui étaient là pour m'aider. Ouais. Et c'est toi qui les choisis en général? Quand tu travailles avec des régions, tu vas prendre des gens de la région, etc. T'imposes pas, t'as pas de préférence des gens avec qui t'as travaillé et que t'as envie en général d'avoir autour de toi? Si j'ai le choix, si elles sont dispo. Si elles sont dispo, bien sûr. Avec plaisir. J'ai vu en interview que tu avais souvent dit que tu ferais pas de The Walking Dead, de choses comme ça, parce que c'était moins le registre de cinéma qui t'intéressait. Et j'ai vu sur ta page IMDb que tu avais travaillé sur la série Daryl Dixon, le spin-off du coup de The Walking Dead. Tout à fait, oui. Et du coup, je voulais savoir comment t'en étais venu à ce revirement de situation et justement si ça t'avait fait changer d'avis sur ce type de projet-là. Pas du tout. D'accord. Mais ça, je dois à une personne, c'est Jacques-Olivier Mollon, c'est lui qui m'a fait travailler dessus, au superviseur d'effets spéciaux de maquillage. C'est pas du tout les Américains qui m'ont appelé, absolument pas. Je m'occupais des lentilles de contact sur ce projet. T'avais des figurants, des cascadeurs qui arrivaient avec tout leur maquillage. Tu sais, c'est des prothèses qui sont déjà expédiées des États-Unis, qui sont repeintes, et après c'est les yeux des zombies, j'imagine. Tu leur mets des lentilles par-dessus. La technique chez les Américains, c'est hyper hiérarchisé. Donc t'as un technicien pour poser, pour coller. T'as un technicien pour mettre les lentilles de contact et si tu me fais les lentilles de contact, tu fais que ça. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine de jours. D'accord. Voilà. T'avais déjà travaillé pour des productions étrangères? J'ai fait des films à l'étranger, oui. Que ce soit en Europe ou en Asie ou au Canada. J'ai fait un film canadien absolument incroyable qui s'appelle Thanatomorphose d'Eric Falardeau. C'était ma seule expérience au Canada et qui est un film complètement incroyable sur une jeune femme qui se décompose pendant tout le film. Un vrai film concept. Comme était Cube, par exemple, à son époque. Et là, c'est un authentique film concept, poussé jusqu'au bout. Je pense que c'est le film quasiment où j'ai eu le plus d'effets spéciaux à faire de toute ma vie, où j'ai eu le moins de réunions de préparation. On a fait 2 Skype, on s'est vu une fois en vrai avec son chef opérateur Benoît Lémire, qui était venu à Paris. Mais on a causé en termes de références. Il avait 3 références. Il avait Hellraiser de Clive Barker. Il avait Necromantic de Jörg Buttgereit et l'univers de Lucio Fulci. Et à partir de là,
À partir de là, ça a roulé parce que c'est aussi quelqu'un qui est d'une précision totale et tout son film était storyboardé. Chaque plan à effets spéciaux était dessiné, était réfléchi. Moi, j'ai la base visuelle, j'ai le dessin, j'ai qu'à refaire. D'accord. Ah oui, tu lui faisais pas de propositions spécifiques. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Sa vision, elle était déjà tellement claire. Lui, savait tellement ce qu'il voulait raconter, il savait tellement comment il voulait le montrer que t'as pas besoin finalement de faire de propositions. C'est pas une critique, pas du tout. C'est juste le cas, tout comme les deux réals belges, Hélène Caté et Bruno Forzani, quand ils font L'étrange couleur des larmes de ton corps et Laissez bronzer les cadavres, ces deux réalisateurs qui ont une vision tellement précise, toi, tu la suis. Et c'est très bien. C'est très bien. Dans ce cas-là, c'est tellement abouti que je me dis, ok. C'est que finalement, entre guillemets, hein, c'est très facile. C'est très facile parce que tu as une vision, une précision totale. Tu n'as qu'à t'y engouffrer. C'est sûr. Et voilà. Et ça t'est déjà arrivé que des réalisateurs, réalisatrices avec des visions, du coup, te plaisent moins et que du coup, tu sois pas emballé par l'idée qu'ils avaient pour les faits sur lequel tu devais travailler? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu sois pas en accord avec une vision qui était pour le coup très prononcée? Alors, j'ai eu des cas, oui, pas énormément. Sinon, je fais pas le film, en fait, tout simplement. Après, Mais ça peut arriver sur un élément précis d'un film sur lequel t'as plein d'autres choses. Très mauvaise expérience. C'est du moment où ça s'est très mal passé, bien entendu. Bah. C'est ça qui t'a permis d'être plus sélectif derrière avec les films en ayant des mauvaises expériences. Ouais, malheureusement. Mais enfin, sélectif, après, c'est des histoires. C'est plus des déceptions d'un point de vue humain. Ok. Mais il faut passer par là. C'est pas. Bien sûr. Après, ça reste qu'un film. C'est sûr. C'est pas. Il n'y a rien de grave en soi. C'est pas. Voilà. Oui, puis le tournage a une partie à un moment donné de une vie où tu en fais plein. Et donc, forcément, c'est. Une fois qu'il est fait, quoi. Du coup. Et Kelly, est-ce que pareil, t'as des choses que t'as pas aimé faire? Ouais, j'en ai eu quelques-uns où ça se passait pas très bien. Pas dans le point de vue technique. Pareil, c'est plus humain en fait. Plus avec des personnes qui étaient sur le tournage, avec qui ça se passait vraiment pas bien. J'ai mon petit caractère et puis eux ont leur caractère aussi. Et il y en a malheureusement qui me voient débarquer la petite jeune et donc qui vont se permettre de faire des petites remarques qui sont pas à faire, quoi. Le nombre de fois que j'entends que ce n'est que la maquilleuse. D'accord. Les gars, je suis peut-être que la maquilleuse. Mais un maillon de la chaîne, comme les autres, fait le film, quoi. C'est ça. Le nombre de fois que j'ai des chefs opérateurs qui viennent me voir et qui vont me dire je connais mieux ton métier que toi. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais raconté une fois ça à Agathe, un Nikon. J'arrive toute gentille, j'étais pas forcément défrayée. Enfin, j'étais vraiment venue pour m'amuser, quoi. Enfin, les Nikon, c'est pour s'amuser. En fait, un chef opérateur qui se prenait pour je sais pas qui vient me voir et qui me dit faut tout refaire. Je lui dis ok, mais enfin, je veux bien tout refaire. Là, c'était de la beauté, hein. C'était pas un truc de foufou, hein. C'était de la beauté. Il me dit qu'il fallait tout refaire alors qu'il avait pas posé de caméra, il avait pas posé ses lights, et vraiment, c'était du naturel, quoi. C'était vraiment que de la poudre et à peine. Je lui dis, ok, je vais voir quand il y aura le retour. Et puis, il me regarde droit dans les yeux en me disant, non, mais de toute façon, moi, je sais mieux que toi. Je connais mieux ton métier. Je sais comment on fait. Et je fais, je vois pas de quel droit tu te permets de dire ça. Tu vois. Et de la même manière, le réalisateur, après, il réagissait comment? Le réalisateur était D'accord, ok. Mais lui, il préférait... ça lui allait ce que tu avais fait, du coup, au réalisateur? Bon, ils s'en fichaient. Il était réal et acteur en même temps. D'accord, c'était, tu vois, un projet un peu particulier. Peut-être que le chef-op se prenait un peu pour le réalisateur aussi, du coup, étant donné que le réalisateur avait double casquette. C'était très dur, et puis bon, il y a ça, et moi j'en ai malheureusement, je sais pas, j'attire la malchance, mais moi les tournages, peut-être c'est moi en fait. Peut-être c'est moi. C'est peut-être la jeunesse aussi, peut-être que on a tous de mauvaises expériences à un moment. Des gens qui respectent pas forcément, ça, malheureusement, ça existera toujours. C'est des histoires d'ego, tout ça. Ça t'est arrivé que des gens empiètent sur ton travail comme ça? Il arrive avec son cadavre C'est ça. Non. Je sais que j'ai quitté un film en prépa. Vous faisiez des essais.
Non, ça marchera pas, ça c'est une même histoire. Le chef, on n'a pas de caméra, on fait un essai dans une cuisine éclairée au néon, tu filmeras un personnage sous un lampadaire la nuit. Bon, arrivé un moment où tu te dis, écoute, bonne chance, bon courage pour faire votre film, salut. Et puis, c'est tout comme l'histoire des photos, quand je dis je vais pas m'infliger de voir un mec qui s'est explosé la tête en voiture, qu'est-ce que j'en sais, je vais pas m'infliger 2 semaines avec des gens où je sais très bien que ça va pas le faire. Ça va pas fonctionner, on va se prendre la tête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis parti, Après, c'est tout. quand on débute, on est un peu obligé de subir ça. Enfin, moi, je Non, sais que j'ai non, plein de faut tournages. pas subir, faut pas s'infliger des trucs. Si, Faut bien si que ça l'argent marche, rentre, en fait, au bout d'un moment. ouais, mais bon, oui, c'est une chose, mais bon, si c'est Au détriment de ta santé au mentale. détriment de la santé, de rentrer, d'être stressé, que ça se passe pas bien, que tu puisses pas travailler correctement, qu'on remette en cause ton boulot juste pour des histoires des guéguerres, d'ego, qu'est-ce que j'en sais. Bon, enfin, dans ce cas-là, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent justement comme ça, entre guillemets, en subissant, et c'est en subissant qu'on se dit, mais en fait, on peut pas se laisser traiter comme ça, et que justement, l'effeuillage se fait, en fait. Et après, il y a des personnes qui arrivent à trouver les personnes qui leur conviennent, et ils ont jamais vraiment de problème, mais il y a forcément des tensions. On est des êtres humains, et oui, c'est normal, des problèmes, il y en aura Bah, toujours, Puis ça reste des mais tournages, il y a énormément de gens, donc évidemment que ça peut pas forcément bien se passer tout le temps avec tout le monde. bien sûr que non, mais en même temps, ça reste que des tournages. Il y Oui, a c'est rien éphémère aussi. J'aime bien cette phrase, je pense que c'est important de la rappeler aussi. Bien sûr qu'on n'est pas tourné ni toubib, ni pompier, ni c'est du cinéma. C'est bien. Oui, c'est important, c'est un métier, on veut bien le faire, on veut en vivre, tout ça, bien entendu. Mais ça ne reste que du cinéma. C'est pas, on change rien. C'est pas, voilà. On a choisi ce métier parce qu'on est passionné par le cinéma. Entre guillemets, personne nous y oblige. C'est sûr. Les jeunes étudiants, ils sont obligés de travailler supermarché, au McDo, qu'est-ce que j'en sais. Il leur faut de l'argent, payer leurs études, leur loyer et tout. On a cette chance. Je peux faire ce que j'ai réellement eu envie de faire. Je vais pas commencer à m'en plaindre. Et si une fois tu rencontres des gens avec qui ça le fait pas, eh ben c'est pas grave. Tu travailles pas avec. Et puis voilà. C'est sûr. Il y aura d'autres expériences, il y aura d'autres rencontres. Il faut l'accepter, je pense. Des rencontres, t'en fais toujours. Mais après ça, tu parles avec 20 ans d'expérience derrière toi. Faut pas que ça devienne une contrainte, faut pas se forcer. Encore une fois, tu as aujourd'hui énormément de gens qui font du cinéma, qui veulent en faire. Justement, c'est un vivier de rencontres et tout. Tu peux pas tout miser sur une rencontre. Je le comprends, je le respecte, hein, c'est normal. Bien sûr que quand peut-être une fois tu vas te retrouver sur un film, tu dis ok, il faut que ça marche et tout. Mais il faut pas forcer les choses. Tu peux avoir des mésententes, tu peux avoir un tournage un peu tendu. Pas de problème avec ça. Mais il faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'extrêmement désagréable. Donc là, si vraiment ça marche pas, tu laisses tomber. Si c'est un peu compliqué. Tournage compliqué, on en a tout le temps. Bon, eh ben, tu fais avec. Et c'est juste un moment. Mais la vraie expérience désagréable, comme tu dis, si c'est quelqu'un qui il commence à mal te parler, que ça commence à devenir irrespectueux, tu sens que c'est vraiment tendu. Alors peut-être aussi c'est l'âge, oui, peut-être, ça me fait aussi dire ça, mais moi parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai plein de tournages étudiants sur lesquels je bosse, qui, les personnes qui sont dedans vont dire ce n'est que la maquilleuse. Enfin, je répète cette phrase, mais vraiment, je l'ai entendue plein de fois. Ce n'est que la maquilleuse, on s'en fiche. C'est parce qu'ils le connaissent pas. Alors, dans ce cas-là, justement, il faut. C'est pour ça que j'en parle ici. C'est étonnant. C'est étonnant. Si ce sont des étudiants en cinéma, normalement, l'étudiant en cinéma est censé connaître tous les rôles. Ouais. Les connaître et si possible les comprendre. C'est pas le cas. Quand je parle avec des étudiants, je sais pas, je vais dire au hasard, hein, désolé, je sais pas si c'est une bonne école, hein, mais l'ESRA par exemple, je sais que eux ne vont pas forcément faire des cours sur la base par exemple du maquillage. Peut-être c'est le cas, je sais pas, mais peu importe. Bon, voilà. On leur apprend avant tout leur métier et pas les métiers des autres. C'est ça. Et donc ils vont dire s'il n'y a pas une maquilleuse, s'il n'y a pas une maquilleuse ou une maquilleuse ou un maquilleur, bon bah c'est pas grave quoi. Ça marche à tous les niveaux. Oui. Ils veulent par exemple faire une pétition pour avoir un César du maquillage et de la coiffure. Très bien. Ok, parfait. Mais alors, pourquoi ne pas faire un César de la régie
Dans le sens où, encore une fois, si par exemple, pour avoir travaillé sur certains projets, entre guillemets, avec beaucoup de moyens, si je peux travailler correctement et si je peux faire quelque chose, bon, d'accord, qui a de la gueule, où on va me dire, ok, ça c'était vraiment réussi, ça marche bien, t'as la régie qui est derrière toi. Moi, je sais qu'il y a des tournages, j'arrive à la gare, quelqu'un qui me cherche en voiture, il va me déposer à l'hôtel, qu'ils ont réservé, ils ont tout préparé, j'ai une super chambre, je peux déposer mon matériel, on me le met dans une loge, c'est préparé, on me récupère le matin à 7h, on m'amène dans la loge, je peux avoir une machine à café, il y a quelqu'un qui va me chercher ce que je veux, il me dit tu veux un petit déjeuner, tu veux quelque chose, je l'ai, mon matériel est déjà en place, j'ai un chauffage, tout est bien, donc moi je peux travailler correctement, je peux commencer à bosser à 7h30, j'ai le comédien qui vient, on fait les choses. Mec, depuis 4h30, ils sont déjà sur le tournage, ils se cassent le cul, ils ouvrent le décor, ils préparent les choses, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que toi, tu puisses bien travailler. Super. Ils méritent aussi la reconnaissance. Parce que la qualité de ton travail, elle dépend aussi de leur travail à eux. Donc, moi, je suis d'accord, hein, récompensons les différents corps de métier et tout, mais alors dans ce cas-là, n'en oublions pas d'autres au profit des autres, c'est ce que je veux dire. Peut-être la partie visible et artistique qui veulent récompenser en faisant ça, et effectivement moins ce qui a favorisé la partie artistique, mais qui n'est pas visible. J'imagine que c'est parce que c'est probablement les catégories qui sont actuellement récompensées, c'est des catégories visibles et artistiques. C'est vrai, mais pour produire un bon travail artistique, c'est idem un travail de producteur. Un producteur, il te met des moyens à disposition. Bien sûr que si tu me donnes 6 semaines de préparation, avec beaucoup d'argent en prépa, des assistants, oui, je vais te faire quelque chose de qualité que je te ferai pas si j'ai 4 jours de préparation avec 60 €. Tu vois des fois dans des films où on te parle de mannequins, de fausses têtes, on te dit ça, c'était super réaliste, c'était magnifique. D'accord, mais remettons toujours les choses dans le contexte. Quand tu bosses sur une tête factice, par exemple, ou une réplique, ou qu'est-ce que j'en sais, que tu es tout seul, ou que tu as 2 sculpteurs, des mouleurs, une perruquière qui va t'implanter les cheveux avec un gros budget derrière, bien sûr que tu vas produire un travail de très grande qualité, mais tu as les moyens qui vont avec. Et je pense aussi, ça c'est un problème des fois malheureusement qui est récurrent, il faut remettre aussi les choses dans le contexte avant de mépriser certains artistes et de dire oui mais ça c'est pas très, c'est un peu bancal et tout. Oui mais des fois regardez le truc, mec, c'est un film qui a coûté 200 000 balles, ils ont fait ça avec quelques milliers d'euros, que te citer X-Men, Superman, Batman, qu'est-ce que j'en sais, où les gars ils ont des millions et des millions d'euros et forcément ils ont tout ce qu'il faut pour travailler correctement. T'as fait la même chose. C'est l'éternel débat des films de genre français où on n'a pas forcément les moyens des films américains, et donc forcément que du coup les moyens ils sont mis là où il faut, mais du coup le scénario il va être impacté parce qu'on peut pas avoir autant de choses qu'on aurait dans un film américain à gros budget, et donc évidemment que le résultat il sera pas le même pour le spectateur après qu'il l'aime ou pas, quoi. C'est ça, mais surtout, on a des artistes excessivement talentueux en France. On sait le faire. On sait le faire après. Alors, quel est le problème? Bon, je sais pas du tout, hein. Je suis ni distributeur, ni producteur. Mais qu'est-ce qui cloche dans les films de genre français? Est-ce que c'est les scénarios? Est-ce que c'est la technique? Je pense pas que ce soit la technique. Ouais, peut-être plutôt le scénario, effectivement, qui plaît peut-être moins. Et puis la langue française aussi, peut-être qui s'y prête moins. Ou en tout cas, les spectateurs sont moins habitués. Puis il faudrait peut-être qu'il y ait plus de propositions de genre français pour que il y en a certaines qui émergent. Oui, il y en a eu cette année, il y en a eu une trentaine, mais du coup, peut-être qu'une trentaine face à tout ce qu'on fait en comédie ou dans d'autres genres, c'est vrai que ça reste minime par rapport à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Toujours un débat, de toute façon, l'interrogation du cinéma de genre. Le débat est sans fin. Du coup, Pirates des Caraïbes, il y a des maquillages qui me frappent beaucoup, et je pensais que David Jones était fait en maquillage, et en fait, c'était des effets spéciaux, et ça m'a choqué. Joël Arlo, c'est le mec qui a fait tout ce qui est prosthétique, il me semble, c'est Joël Arlo. L'ancien assistant de Steve Johnson. Il travaillait pour Boss Film, il a écrit les créatures de vampires, vous avez dit vampires, les monstres en dur dans Ghostbusters. Plus tard aussi, Steve Johnson a fait La Mutante, personnage absolument incroyable au design de Giger, qui était
vraiment magnifique plastiquement, c'était assez incroyable comme film. Et ouais, l'autre. Et puis Flic aux zombies, mais je ne sais pas si Joel Harlow a travaillé dessus, mais Steve Johnson en tout cas a fait Flic aux zombies. C'est une série B que j'adore, c'est absolument incroyable. Je crois que Joel Harlow a travaillé aussi sur Black Panther, si je me trompe pas, sur les Pirates des Caraïbes. Et oui, très Disney, du coup. Du coup, par rapport à Pirates des Caraïbes, justement, il y a là, pour le coup, une symbiose entre les effets spéciaux pratiques et les effets spéciaux numériques. Et du coup, je voulais savoir, pour vous, ce que ça représente, le travail du numérique derrière. Est-ce que, pour vous, ça a quelque chose de dangereux par rapport à vos effets? Ou est-ce que, justement, vous aimez ce que ça peut apporter de finition derrière sur vos effets spéciaux? Si, je t'en prie. J'en ai marre de parler tout le temps. Je parle trop. C'est plein de gens qui auront zappé. C'est intéressant. C'est le but du podcast. C'est intéressant. Moi, ironiquement, c'est que j'aimerais pouvoir apprendre à faire les VFX, ou vraiment en numérique en plus. Parce que je trouve ça drôle. Enfin, c'est même pour la culture, juste pour voir vraiment. Tu vois, quand je suis en tournage, je vois à peu près tous les postes et tout. Donc, j'arrive à comprendre un peu ce qu'ils font et tout. Mais vraiment, tout ce qui est post-prod, je les vois jamais, les gars de la post-prod. Sur le tournage, je suis là, je fais mon truc de sang, machin, et après, je vois le rendu final avec un peu de VFX dedans. Ça fait un petit peu peur, parce qu'on peut se dire qu'au final, on peut tout faire en post-prod. On aurait pu les effets spéciaux, les effets pratiques sur le plateau, quoi. C'est ça, mais après, on perdrait quelque chose, et pas que dans le sens, le spectateur va remarquer que c'est du faux, du numérique. Mais même pour, par exemple, un truc tout bête, pour l'acteur, des fois, j'ai des acteurs qui me disent le fait d'avoir vu la plaie, j'ai l'impression que j'ai mal, et donc ça me donne ça crée un effet placebo, tu vois, c'est ça. Alors que s'ils se disent, tu vois, tu leur mets un truc vert comme ça pour faire un fond vert incrusté, je sais pas quoi. Comme par exemple dans The Walking Dead, tu vois, les zombies sans mâchoire, c'est du fond vert qu'ils utilisent. Il y a un truc qui se perd aussi, mais je sais qu'on commence peut-être, je sais pas, j'entends des gens dire que petit à petit, ça va passer au numérique vraiment, et que les FX en vrai, en même temps, on a l'impression ça dépend. Ça fait un peu demi-tour, j'ai l'impression, là-dessus, et notamment avec des réalisateurs comme Christopher Nolan qui aiment bien revenir à des choses plus pratiques et avoir justement du tangible sur leur tournage et allier les deux, et jusqu'à nier d'ailleurs le travail des effets spéciaux en disant qu'il n'y en a pas. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on fait un peu marche arrière aujourd'hui. Et par exemple, un film comme Vermine, le film d'araignée. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. Ils ont utilisé à la fois des vraies araignées et des effets spéciaux. Et du coup, on n'arrive plus à voir où est la frontière, à part quand elles sont plus grandes. Voilà. Après, faut dire que faut pas oublier que ça revient moins cher en vrai de prendre un ou une maquilleuse pour faire les FX. J'adore parler d'argent. C'est vraiment j'aurais dû être businesswoman, je pense. Ça revient moins cher de prendre un maquilleur en FX sur le plateau que une équipe d'artistes en VFX. Oui, et je sais qu'ici en France, c'est encore tranquille. Ça dépend. Ça dépend, parce que le maquilleur sur le plateau, c'est un budget, certes, mais il y a tout le temps de prépa avant. Oui. Si maintenant, mettons, je dis n'importe quoi, voilà, t'as des bestioles façon Seigneur des Anneaux, des orques, ok, t'as, mettons, 20 jours de tournage, tu as les make-up artistes, ils vont coller tout le bazar et tout, mais il y a aussi les 6 semaines ou je ne sais pas combien de prépa. Parfois, effectivement, les directeurs de prod, ils vont préférer aller vers du numérique aussi pour un côté pratique, malheureusement. Alors, je vais citer un exemple concret. Quand on a fait la série Les Combattantes, les moments de charge, de bataille et tout, les impacts sur les soldats sont créés en 3D. Mais c'est obligatoire. Tu filmes 150 figurants costumés 14-18 qui courent dans une tranchée et tout. Alors, tu as de vraies explosions, des systèmes de mortiers qui projettent de la terre pour simuler les obus, les mecs qui courent, les cascadeurs au premier plan qui se cassent la figure et tout ce que tu veux. Quand tu fais une prise comme ça, c'est 2 heures de mise en place. Tu peux pas te permettre, si tu dois refaire la prise, de réinstaller des poches de sang, des impacts ou des costumes qui coûtent une fortune. Tu vas pas les déchiqueter, etc. Là, le numérique, il se justifie à 100%. Après, je pense vraiment pas que ça va remplacer le pratique, parce que il y a le côté effectivement tangible
du maquillage, un effet latex raté, c'est moins pire qu'un effet 3D raté. Parce que les films, en termes d'effets 3D ratés, ils sont datés au moment même de leur sortie. 2 jours plus tard, ils sont déjà datés. Alors qu'un effet latex, un effet plastique qui est visible, tu as quand même cette impression, ce côté tangible et réel. Et quelque part, tu vas avoir tendance à l'accepter plus facilement, là où effectivement, un effet 3D raté, je pense à tous les films, les Shark Attack, Shark Nano, Shark machin, Pterodactyle, Octopus, j'en sais pas quoi. Les films de monstres. Passer 30 secondes, c'est fini. Alors, tu le regardes comme un gros délire. Ok, c'est sympathique, samedi soir, ce que tu veux, mais ça fonctionne pas. C'est pas, voilà. Après, t'as pas forcément fait pour ça. C'est pas l'exemple le plus pertinent, mais comme dit, tu vas accepter. Pourquoi on accepte toujours les films de Ray Harryhausen? Tu vois, le choc des titans, tu peux le regarder encore aujourd'hui, ou Jason et les Argonautes, il y a un charme fou dans ces effets-là. Il y a l'image par image, les premiers Star Wars. Il y a un vrai charme, il y a un vrai truc, il y a quelque chose. Tu peux sentir de la maquette, tout ce que tu veux, du matte painting, la peinture sur verre, des masques, il y a ce côté un peu réel, malgré tout. Donc, l'univers, tu l'acceptes et tu rentres dans le film. C'est pas toujours le cas avec des effets 3D. Et en même temps, aujourd'hui, on est arrivé à un point où les effets spéciaux, on peut tout faire et du coup, on peut faire des choses très réalistes. Alors, bon, je citais le cas de Pirates des Caraïbes qui date d'il y a 20 ans et où des fois, on a un doute sur qu'est-ce qui est réel ou pas. Justement, le personnage de Davy Jones qui a une prothèse, enfin, qui est un personnage poulpe, du coup, est entièrement en 3D et l'effet marche parfaitement. On a l'impression vraiment qu'il y a un poulpe intégré à lui. En même temps, c'est une créature. Si tu acceptes que le numérique ne peut pas copier la réalité, absolument, ça fonctionne. Ouais. En même temps, après, des araignées de vermine, du coup, c'est des animaux qui sont en même temps les animaux qui ont été utilisés sur le tournage. Donc tout à fait. Mais parce qu'ils les mélangent. Moi, j'ai souvenir, quand je tournais Laissez bronzer les cadavres, on faisait toujours du vrai faux sang. Mettons 2/3 de faux sang réel et 1/3 de faux sang VFX. C'était super malin. Ils complètent. Quand le numérique complète un effet réel, et que tu gardes ce côté réel, bah, tu l'acceptes à 100%. Le tout numérique, je suis pas persuadé. L'autre soir, c'est marrant, il passait dans la même soirée le préquel de The Thing et après le The Thing de 82 de Carpenter. Et quand même un choix qui est assez aberrant d'avoir remplacé toutes les créatures réelles en des créatures complètement synthèse. Ça ne fonctionne pas. Même avec la meilleure volonté du monde, hein, il y a une distance immédiate que tu n'as pas du tout avec le film de Carpenter. Ça remplacera jamais à 100%. De toute façon, très 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 souvent, je travaille avec des superviseurs VFX, ils diront toujours la même chose. Faites le maximum en vrai, quitte à compléter, mais il faut une vraie base. C'est sûr. La combinaison des deux, c'est super. Mais si tu peux le faire en vrai, il faut le faire en vrai. Encore une fois, quand Carpenter il a fait The Thing, 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de VFX, donc quelque part, il a dû se casser la tête avec son découpage. Le requin des dents de la mer, c'est pareil. Même s'il marche pas, c'est même pas tant qu'il marche pas, c'est que Spielberg, il a pensé son découpage. Le numérique, j'ai l'impression, ça rend les gens un peu feignants. Comme on se dit, on peut tout faire, bah, c'est pas grave, j'ai pas besoin de me casser le cul à découper ma scène. Ouais, on va rajouter. Ça marche pas.
Dans le cadre des Dents de la Mer, en plus, ça l'a forcé justement à montrer moins le requin, et donc peut-être qu'il a été d'autant plus impactant par la force de suggestion. Bien sûr. Tout comme Alien. Alien, c'est pareil. Apparemment, le costume, il marchait pas, il était pas super, ou ce que j'en sais. Et ben alors, il réfléchit autrement. Il le montre différemment, il l'éclaire différemment, il choisit une autre approche qui fonctionne super bien. C'est sûr. Après, je suis pas réalisateur, donc je peux ouvrir ma gueule, tu vois, mais en même temps, tu vois, j'ai pas une caméra, ou j'ai pas, voilà. Donc c'est facile de dire, mais je pense... J'aurais une avant-dernière question. Il y aurait un autre métier du cinéma que vous auriez aimé faire? Tu parles beaucoup de la réalisation depuis tout à l'heure. Je me dis que peut-être que c'est votre cas. Il y a peut-être un métier qui vous intéresse. Comme je disais au tout début, je voulais être réalisatrice de base. Ouais. Scénariste, réalisateur. Pourquoi ça a changé du coup? J'ai pas assez de prestance, on peut dire comme ça, pour être pour être réalisateur, même si on est entouré par le chef-op, par machin, par bidule. Si je fais mon propre cours, je vais être vraiment relou. D'un point de vue technique, je saurais pas quoi faire. Donc le chef-op va commencer à me parler, on va installer la cam en je sais pas quoi, on va utiliser le Redmi, je sais pas quoi, là, les trucs comme ça, je vais... C'est ça. Et après, le chef opérateur, il est là aussi pour t'aider. Il est censé essayer justement de coller à la vision que t'as, et si t'as pas toutes les clés techniques, lui, il les a, et il est là aussi pour les mettre en pratique. C'est un peu peut-être. Le métier technique, c'est comme le maquilleur a des techniques que Oui, le c'est ça. réalisateur connaît pas. Mais maintenant, je suis trop attachée, je pense, à ce poste-là de maquilleuse. Après, si vraiment ce poste... Enfin, j'étais jamais devenue maquilleuse, mais je pense que j'étais prédestinée à devenir maquilleuse, vraiment, parce que je faisais du cosplay avant. Okay. Ouais, il y avait vraiment une il y avait, passion tu vois, pour toute cette cette... création, C'est ça, tout ce délire de créer et d'essayer de maquiller, de changer un peu la forme de mon visage, ce genre de choses-là. J'aurais kiffé être Elec. Okay. Franchement, j'adore ça, voir quand ils posent les lumières, voir le retour, comment ça joue. Des fois, par exemple, là, ils ont installé une lumière bleue, tu la vois pas, mais elle est là, et je trouve ça incroyable, parce que ça apporte quelque chose, et ouais, je pense que j'aurais été Elec. Ouais. Il y a une partie créative dans les métiers que tu as cités, c'est des métiers qui ont une marge de manœuvre sur le côté artistique du film. C'est ça. Quand tu es metteur en scène, il faut vraiment aimer l'histoire et aimer des personnages, et j'ai énormément d'influence dans les films que j'ai vus. J'aime quand même bien Tarantino, où j'admire des gens comme Hélène Caté ou Renaud Forzanis, parce que eux ont des influences, mais arrivent à les digérer. Je suis pas du tout persuadé que je sache faire ça. Vous pouvez nous parler de vos actualités? Ouais, je parlais du film Mad Heidi, je crois qu'il est sur Amazon. C'est un vrai délire, ce film. En fait, je crois que la bonne humeur et la folie du film, elle s'est retrouvée sur le tournage. Incroyable. Et on a fait plein de trucs super dégueulasses, c'est un super souvenir de tournage. Mais en règle générale, tous les films que j'ai fait, celui-là j'ai tourné en Suisse, mais tous les films que j'ai tournés, que ce soit en Espagne, en Algérie, au Laos même, au Japon. J'ai tourné un film au Japon une fois. Au Canada, c'est que des expériences extra. Parce que c'est des points de vue totalement différents de par la façon de travailler, de par la culture, de par plein de choses. Et ça reste de super expériences. Et même après, mais après aussi ce que j'ai tourné en France, hein, bien sûr. J'ai un téléfilm qui passe fin du mois sur France 3. J'ai aussi beaucoup de télé. Et c'est différent du cinéma. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même façon de faire, mais les deux sont intéressants. Les deux sont très intéressants. Il y a vraiment du travail là-dedans, et c'est super. Est-ce qu'en télé, tu trouves qu'il y a une vision aussi forte, du coup, parce que tu parles beaucoup de la vision du réalisateur? Ouais, ils ont une vision téléfilm qui est fait pour, entre guillemets, faire un peu de l'audience et tout, mais c'est aussi une façon de faire. C'est pas honteux. Souvent, t'as des trucs, on dit oui, mais les séries américaines, c'est mieux. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon de produire. C'est pas la même finalité. C'est pas le même système de financement. Mais réalisateur de séries télé, c'est super. Hein. C'est génial. Il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent par la télé et qui ensuite vont aller faire des films. C'est très bien. C'était le cas de Spielberg à l'époque, mais c'est le cas encore de plein de jeunes réalisateurs aujourd'hui qui se retrouvent. Et même, tu peux faire... Il y a rien de honteux. Moi, j'ai découvert, en fait, plus j'ai fait de la télé, plus j'ai fait des séries télé, des choses comme ça, plus je me suis dit, ben, au final, c'est du travail, ça permet de tourner, et si je fais des fois des séries télé, je vais faire un téléfilm, une série, t'auras peut-être 2-3 effets, c'est pas les effets entre guillemets les plus passionnants de la Terre, mais c'est pas grave, ça fait partie du scénar, et c'est très bien de les faire, ça te permet après de pouvoir aller faire un court-métrage, les mecs ils ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, je peux y aller, parce que tu vois, à côté, j'ai bossé là-dessus, et c'est très bien, ça permet à plein de gens de faire leurs heures, il y a strictement rien de honteux, la série télé c'est très bien. Et puis,
encore une fois, c'est intéressant. C'est pas parce qu'on fait pas France Walking Dead ou Game of Thrones ou qu'est-ce que j'en sais que c'est plus naze finalement que non. Est-ce que tu aurais une dernière recommandation Pour l'univers pur, c'est les films d'Hélène Caté et Bruno Forzani, Laissez bronzer les cadavres. Je n'aime pas les flics. Je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez? C'est une ambiance agréable en moi. Oui. L'étrange couleur des larmes de ton corps. Je me rappelle, j'avais vu Amer d'Hélène et Bruno. Je l'ai découvert au festival de Gérard Albert. Une projection absolument chaotique. Elle était surréaliste. Elle est plus surréaliste que le film. Je pense qu'il y a un tiers de la salle qui s'est barré. Il y a un autre tiers de la salle qui a adoré. Okay. C'était complètement fou. Et je me rappelle, j'avais essayé de les trouver après la projo pour leur dire, mais c'était incroyable. Ce film était... Waouh! C'était complètement fou. J'ai jamais vu ça. C'est génial, d'où ça sort, voilà. Et puis, on a un peu discuté, et puis, ils m'ont proposé, je crois que c'était 3 ans après, de faire leur prochain, et c'est tellement un univers qui me parle, un univers dans lequel j'ai grandi, j'allais dire. Un film venant de leur part, en 3 plans, tu reconnais le style, c'est quand même assez particulier. Mais voilà, c'est autant des films que des expériences uniques. Et Kelly, du coup, est-ce que tu as des actualités, des choses dont tu voudrais nous parler? Il y a un clip sur lequel j'ai bossé en tant que chef maquilleuse qui va bientôt sortir et où j'ai pu vraiment m'amuser de ouf. Donc il y avait vraiment de tout type de maquillage dedans. Donc, incroyable. C'est de la chanteuse Alexandra Eva. Le titre, c'est Mensonge. Donne-moi ton 06. Si t'es pas viril, t'es pas un homme. Il faut suivre les dogmes. Faut que la fausse dénudée, sinon on ne va pas t'aduler. T'as intérêt à être bonne. Ici sans thune, t'es personne. Ce ne sont que des mensonges. J'aime bien rester dans mes songes. Car la vérité me ronge. Alors je plonge en ce mensonge. Allez, stream. Voilà, et puis j'ai fait un court-métrage qui va sortir en juin, qui s'appelle Look. C'est une vibe un peu comme le film Vicious Fun. Sorry to interrupt your meeting. Thanks so much for coming out. How do you maintain your lifestyle and keep your urges under control? I murdered the same victim repeatedly. Just give me a mask. Have you ever bitten into a kidney? What is this, some kind of support group for serial killers? Why are you here? It's complicated. Un espèce de film d'horreur années 80 avec des néons qui se passe dans un restaurant chinois et en gros le personnage principal va tomber dans une espèce de réunion un peu de serial killer anonyme. Voilà, et il doit se faire passer pour un serial killer pour échapper à tout ce bazar et tout, et franchement il est très très bien, c'est un de mes films préférés, donc le fait d'avoir bossé sur Look qui a vraiment la même vibe années 80, les néons qui sont vraiment très présents, et puis j'ai pu faire un bras démembré, donc c'était cool, cool à faire. C'est ça. Donc c'était chouette à faire. Ça marche toujours. Ça sort sur Shadows. Voilà. Il y a beaucoup de trucs sur Shadows, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah, il y a Vicious Fun sur Shadows, voilà, si vous voulez regarder. Pareil, les films de Caté Forzani, j'imagine qu'ils y sont. Laissez bronzer les cadavres, il y est. Belle plateforme de genre français. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour cet épisode. C'était très très intéressant. Ouais. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a aussi plu à vous. Et à dans 2 semaines.